YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties littéraires de novembre. Ce que je disais juste avant en live, c'est que entre les sorties littéraires d'octobre, les sorties de livres de Noël et les sorties de novembre, j'ai l'impression de ne vous parler que de sorties de livres et ça devient vraiment fatigant. Je passe beaucoup de temps sur ces vidéos en plus, donc c'est pour ça que je vous ai déjà dit, notamment en vlog, qu'elle serait probablement, peut-être pas toujours, mais en tout cas dans les prochains temps, ça sera à chaque fois en live, parce que je préfère faire le travail en amont et vous préparer le live, plutôt que de faire beaucoup de montage avec les couvertures derrière et tout. C'est plus compliqué pour moi, Du coup, on va commencer tout de suite avec la première sortie que j'ai notée. J'en ai noté 34 pour ce mois de novembre, mais il y en a évidemment bien, beaucoup trop plus. Du coup, je viens d'aller courir. Je vous ai mis un petit fond très automnal. Voilà, un petit fond très automnal. Je sais pas pourquoi. Alors, attendez. Ma caméra, elle est un peu... Je sais pas pourquoi. Elle est... Voilà. C'est mieux, là. Parce que j'ai quand même un magnifique serre-tête d'Halloween. Vu qu'on est le 27 octobre. Voilà. Coucou YouTube, on vous attend en live. Venez, c'est trop mignon, ça. Du coup, première sortie que j'ai notée. Évidemment, c'est chez Plume Blanche, évidemment. Et pour le coup, c'est le tome 2 des 5 soldats de bambou d'Eliane Jones, en sachant que moi, évidemment, j'ai le tome 1 que j'ai pas lu, hein, histoire de changer. Voilà, et je l'avais fait dédicacer aussi par Eliane, qui était très gentille, très sympathique, à Mons l'an dernier. Oui, je commence déjà par me flageller tout de suite. tout de suite. Je vous montre les en-têtes de chapitre parce que je trouve ça très joli. Vous voyez ? Avec les bambous et tout, je trouve ça vraiment très beau. Dans cette histoire, on vous dit, ils étaient 7. Ils avaient sauvé le royaume. Les poètes chantaient leurs exploits aux confins du Zongo, des steppes des hauts plateaux jusqu'aux plaines baignées de rizières, des hauts pics enneigés jusqu'aux rivages d'ardoise de la mer Jaune. Ils étaient 7, ils avaient chevauché l'azur céleste aux côtés des dragons, rallié le peuple de la forêt, vaincu l'armée des morts, instauré le règne du roi Dieu lumière éternelle et apporté au Chi un âge d'or sans précédent. Ils étaient les héros de la bataille du sorcier au Bi de Jade. Ils étaient 7, l'un a péri, un autre fut couronné, 5 sont repartis. Ils ont disparu là où s'effacent les légendes. 24 années se sont écoulées, une nouvelle menace grandit dans l'ouest lointain. Un jeune roi et son ambitieux premier ministre rêvent d'empire, mais un souverain immortel est de trop sur leur route. De ce que j'ai compris, on est vraiment dans de la fantaisie avec une plume très travaillée. C'est vraiment ce que j'en ai compris et du coup, j'ai jamais réussi à bien plonger dedans parce que moi, le côté plume très travaillée me fait un peu peur. Toujours. Parce que des fois, je trouve ça too much. Mais, là, en plus, il y a le tome 2 qui sort. Pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? Ah, leur sortie de décembre, il faudrait peut-être que je la lise en novembre. Leur sortie de décembre, parce qu'elle a l'air trop bien et jolie. Et je l'ai. Allez, sortie suivante. J'en ai noté 34, je vous ai dit. Oui, c'est ça, 34. Sortie suivante, je crois que j'ai mis La Cité des Ruines de Carissa Wicks. C'est le tome 2 du Faucheur de sorcières que moi j'ai embroché. Donc c'est Witchwalker. Donc là ici j'ai le tome 1 de Carissa Wicks. C'est chez Lost Kingdom. Au niveau des chapitres on est sur ça. Et dans cette histoire, en tout cas pour le tome 1, on vous dit Reyna ne rêve que d'une chose, se venger du roi du givre et du faucheur qui lui ont enlevé sa sœur. Bien décidée à réaliser sa mission sanglante le jour de la collecte, elle ne se doute pas qu'une menace plus inquiétante encore va embraser son univers. Sorti des cendres, le faucheur, Alexius Thibault, se dresse devant elle. L'homme qu'elle a juré de tuer devient le seul capable de sauver sa sœur. Franchement, j'ai même pas envie d'en lire plus. Je trouve que tout est déjà dit et que ça fait déjà super envie. Voilà, mais du coup, le tome 2 sortant, je me dis que je peux tout à fait plonger dans le tome 1 si seulement les journées faisaient 48 heures et que je n'avais pas à aller travailler. Un monde idéal, quoi. Un monde idéal. Sortie numéro 3 que j'ai noté pour novembre. Je vous ai noté un tout petit peu de Bitlit. Enfin, je crois. Ou d'Urban Fantasy. Peut-être pas de la Bitlit, d'Urban Fantasy, je crois. Urban Fantasy, oui. Donc je vous ai noté Le Murmure de la Mort, donc La Voix des Morts, le tome 1 d'Annie Anderson, et là ici c'est justement dans la collection Urban Fantasy. Et on vous dit
Faites la connaissance de Darby. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai noté. Faites la connaissance de Darby, une détective à la criminelle accro au café, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est pas parce qu'elle est accro au café. Si on oublie sa capacité à communiquer avec les fantômes. Darby Adler n'a que 3 règles dans la vie. 1. Ne pas parler aux morts devant les vivants. 2. Rester en dehors du radar du département des affaires arcaniennes, DAA. 3. Ne surtout pas déroger aux règles 1 et 2. Mais, entre un meurtrier qui cherche désespérément à attirer son attention et un agent grognon et sexy du DAA en ville, les choses sont sur le point de devenir très intéressantes à Haunted Peak. Quant à ces précieuses règles, elles risquent bien de voler en éclats. Si je l'ai noté, c'est parce que c'est une détective à la criminelle. Et que je me souviens que moi, l'Urban Fantasy, pour moi, son âge d'or, c'est quand j'ai découvert Anita Blake avec ses espèces d'enquêtes sur du paranormal. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette couverture et ce résumé m'ont rappelé un peu Anita Blake. Et c'est tout ce que je dirais. Je l'ai noté uniquement parce que ça m'a rappelé cette saga que j'avais beaucoup aimée jusqu'au tome 7-8, quand ça finit par être du smut à toutes les pages. Mais franchement, c'est ça qui m'avait fait rentrer dans l'Urban Fantasy. Et là, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a aussi le murmure de la mort et le fait qu'elle parle aux fantômes qui m'intéresse beaucoup. Mais je dois vous avouer que ma curiosité était légèrement piquée. Voilà. Sortie numéro 4. Enfin, dans mon top, hein, toujours. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre à la fin... Enfin, si vous avez vu tout ce que j'ai mis, si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les livres que vous avez notés, si moi je les ai oubliés. J'ai noté Ombreline de Manon Fargeton et Maude Bégon, c'est chez Milan, je vais pas l'acheter, je vais pas aller là-bas, mais vers ça. Mais c'est un livre, alors là pour le coup, qui va légèrement nous saper un peu le moral. On va parler d'inceste. Par le biais d'Ombreline, moi j'ai trouvé ça très intelligent et c'est pour ça que je l'ai noté. Ombreline aime les enfants de la nuit. Du bout de ses doigts et de ses antennes, la fée démêle leur peur jusqu'à ce qu'ils s'endorment paisiblement. Mais cette nuit-là, elle rencontre Célestin, et cette fois-là, elle ne réussit pas à dissiper l'épaisse brume de chagrin qui flotte autour de lui. Et je trouve ça tellement intéressant de parler de ce sujet affreux qu'est l'inceste par le biais d'une fée qui démêle les peurs jusqu'à ce que les enfants s'endorment, et là, paf, elle n'y arrive pas. Je trouve ça extrêmement... Qu'est-ce que je voulais dire? Brillant. Je voulais dire brillant. Je trouve ça brillant, en fait. Je trouve ça super intéressant, et surtout, ça peut aussi permettre de l'évoquer avec certains enfants, justement. Donc, voilà, je trouve ça bien. Je trouve ça chouette, et je salue l'idée, et du coup, j'avais envie de vous le présenter. Je pense que ça peut être très intéressant. Mais très dur, bien évidemment. Sortie numéro 5 que j'ai noté, My Dark Beast d'Olivia Wildenstein. C'est Les Contes Cruels, le tome 1, chez Corrigan. Celui-ci me fait trop envie, je vais pas vous mentir. Même si je sais pas encore si je vais y aller, mais il me fait quand même trop envie. Et c'est pas que le côté Beast qui m'attire, même si un peu. On vous dit qu'Alante n'a plus qu'un seul objectif, mener une vie discrète, loin des ennuis. Noyée sous les dettes après l'université, la jeune femme de 24 ans a trouvé un travail de fleuriste. Décidément, il y en a des fleuristes. Et même si tout n'est pas facile, elle reste optimiste en cultivant l'espoir que sa situation s'arrange. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre un homme qui se fait appeler Tarian Hades. Dans le monde des mortels, il a construit un empire de l'immobilier et est un redoutable parrain de la mafia. Mais en réalité, Tarian et Hadès, le dieu des morts. Évidemment, il s'appelle Tarian Hadès. Il doit être Hadès, tu vois, évidemment. Il a suffi d'un contact entre eux pour que Tarian insuffle sa magie acalante. Et lorsqu'il tombe aux mains de puissants ennemis, la jeune femme réalise que leurs destins sont irrémédiablement liés. La nuit, le dieu des ténèbres vient hanter ses rêves, faisant grandir une passion envoûtante, bien sûr, et interdite. Bah, moi, je sais pas vous, mais moi, j'aime bien. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Moi, ça m'intéresse. Alors, comme d'habitude, pas forcément en relié. Hein. Moi, j'y vais plus en brochet. Mais, je suis pas contre. Tu vois, je suis pas contre faire votre crash test, là, tout de suite. Hadès, et en plus dans le... Ouais, vous savez, je suis très La Belle et la Bête et Hadès et Perséphone. Et en plus, dans le titre, t'as Beast. Bah, c'est peut-être de la dark romance. J'en sais rien, Hinata, mais je pense peut-être, on te parle quand même d'une passion dévorante. Le nom de la série, c'est Les Contes Cruels. Le nom du livre, c'est My Dark Beast. Tu vois ?
Ah, il y aura forcément du smut. Ah, mais franchement, je peux te le prédire. Franchement, s'il n'y a pas de smut, je serais quasiment déçue. Parce que quand on parle d'une passion dévorante dans les rêves de madame, si elle rêve pas de smut, je sais pas de quoi elle rêve. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, avec le résumé, c'est sûr qu'il y en aura, et en même temps, s'il n'y en a pas, c'est bizarre, par rapport au résumé. Numéro 6. Bah, encore chez Corrigan, Darkless, le tome 1 de Eilema Decker. Decker, peut-être. Pour le coup, il fait combien de pages, celui-là? On est sur 19,90 €, il fait 340 pages. Un tout petit format, hein. Un tout petit format. Et par contre, je le vois que en broché. Je le vois pas en relié, celui-ci. On vous dit, dans celui-ci, les démons vivent cachés depuis la nuit des temps. Mais il y a peu, ils sont sortis de l'ombre, imposant leur clan et leurs coutumes sanglantes à l'humanité qui n'a rien pu faire pour les en empêcher. Rosalia méprise leur violence et leur arrogance. Pourtant, pour subvenir à ses besoins, la jeune femme est contrainte de plonger dans la fosse aux démons et de travailler pour eux. Tout va bien jusqu'au jour où elle s'attire les foudres de Kael, le criminel le plus séduisant et le plus redouté de la ville. Franchement, pourquoi est-ce que tous les criminels dans les livres, ils sont séduisants? Ça donne une fausse image, vraiment. Kael n'a qu'une obsession, récupérer le pouvoir démoniaque qu'on lui a dérobé il y a des siècles. Sur le point de triompher, c'est toutefois Rosalia qui rafle mystérieusement son bien le plus précieux. Il est désormais contraint de protéger cette humaine qui l'agace profondément, et bien sûr le fascine, évidemment, parce que on sait toujours que c'est de la romantasy chez Corrigan. Moi, celui-ci m'attire bien aussi. Est-ce que je vais pas plutôt aller vers celui-ci qui fait 300 pages plutôt que vers l'autre qui fait 600 pages? C'est possible. C'est possible. Et j'aime beaucoup la couverture, pour le coup. J'aime beaucoup. Ça me plaît bien. Sortie numéro 7, que j'ai noté. Love to Love You de Ali Hazelwood, c'est chez Hauteville. Bien sûr que j'ai noté le nouveau Ali Hazelwood. On vous dit scientifique un jour, scientifique toujours. Mara, Sadie et Anna partagent une solide amitié, même si la vie professionnelle les a séparées. Bien qu'elles aient chacune leur spécialité, aucune ne dira le contraire. En amour comme en science, les opposés s'attirent. Que ce soit sous le même toit, dans un ascenseur ou quand il fait très froid, le mercure monte toujours. J'adore le résumé. Je trouve le résumé très bien. J'irai pas, j'ai pas lu de Ali Hazelwood. Je pense que si je devais en commencer un, j'en prendrais un qui est sorti en poche. Tu vois, je pense que ça serait plus logique. Mais je trouve ça chouette qu'ils en ressortent un autre. Voilà, pour les fans de l'autrice, ça peut être chouette. Même si à un moment donné, la science, on va peut-être s'en lasser un peu, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Sortie numéro 8. Blood and Fury de Justina Hyland et Tessa Gratton. Et c'est le tome 2 de Chaos and Flame. Le tome 1, pour vous rappeler... On vous disait, Darling n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la maison Dragon. Elle doit sa vie à la maison Kraken qui l'a tirée des bas-fonds lorsque son père adoptif est capturé. Darling se jure de tout faire pour le sauver, même si cela signifie tuer chaque membre de la maison Dragon jusqu'au dernier. Talon, je pense, parce que Talon c'est un peu bizarre, est le dévoué prince de guerre de la maison Dragon. Ah bah c'est peut-être lui! Menant les troupes d'élite de son frère, le haut prince régent Caspian, comme vous voulez. Un régent dont le comportement imprévisible inquiète de plus en plus. Alors le jour où, en pleine bataille, Talon tombe nez à nez avec une fille qui ressemble exactement à celle dont son frère peint des portraits de façon obsessionnelle, il sait quelle est la clé. Ennemis jurés et menacés par de sombres prophéties, Talon et Darling vont se retrouver pris dans les jeux politiques entre les maisons, où Caspian va les faire jouer selon ses propres règles. Suivant, Atalante de Cassandre Lambert, donc le tome 1, La naissance d'une guerrière chez Didier Jeunesse. Celui-ci a l'air très chouette. Cassandre Lambert, elle a écrit quoi déjà? Elle a pas écrit... Attendez, c'est pas elle qui a écrit tout ce qui est l'Empire des femmes et tout? Si, voilà, c'est elle, l'Antidote mortel, l'Empire des femmes, et là on a Atalante. On se remet un petit peu dans le truc. Ok, donc on vous dit, dans une Grèce antique, où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne. Qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse, Asclépios. L'agaçant fils d'Apollon est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles l'ont mise en garde, elle ne doit jamais tomber amoureuse ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif, elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cédera.
J'adore ce résumé, je le trouve génial. Celui-là me tente vraiment beaucoup, j'avais beaucoup aimé l'Empire des femmes. Mais franchement, je trouve le résumé génial. Tu sens la femme... Alors j'espère par contre qu'elle nous dépeint vraiment une femme forte. Le livre en lui-même, je trouve, ils ont fait une colonne romaine et tout. Je trouve que même le jaspage est très joli. Vous l'avez pas là sur mon truc, mais le jaspage est très joli. Alors, le relié est bien sûr à 24,90 €, mais le brochet, vous pouvez vous en sortir pour 18,90 €. Voilà, je trouve que ça reste honnête. 352 pages, on est dans les prix. On est dans les prix actuels. Le résumé est badass. Ah ouais, on est d'accord. Ah, je suis trop d'accord. Je suis trop d'accord avec toi. Allez, suivant. Celui-ci me dit bien, franchement. Dernier nouvel an de Martin Osterdahl chez Hauteville. Celui-ci, je me suis dit, pour la fin d'année, franchement, il est intéressant. On vous dit, au 12e coup de minuit, plus rien ne sera comme avant. Ebba et Marlon sont fous amoureux comme on peut l'être à 17 ans. Ils ont retardé l'échéance, mais il est temps que leurs parents se rencontrent. Réunis sous le même toit pour un repas du Nouvel An intime, les deux adolescents découvrent avec horreur que les adultes se connaissent déjà trop bien. Ils veulent faire bonne figure, mais les masques tombent vite, et le passé qu'ils avaient tant voulu étouffer s'invite à la table. Au menu de ce repas de fête, soupçons, rancœur et trahison, un suspense viscéral sur la noirceur humaine. Franchement, ça m'a fait envie. Du coup, je trouve que celui-ci peut être chouette. Enfin, peut être chouette. Il peut être intéressant en fonction du secret entre les parents, tu vois. N'empêche, ça la fout un peu mal. Tu fais rencontrer vos parents, et en fait, ils sont impliqués dans un truc affreux, tous les quatre. Ça, si c'est pas une drôle de coïncidence. L'enfer, quoi. Numéro 11. Allez, let's go. Celui que j'attends le plus en novembre. Je suis censée le recevoir par la maison d'édition, mais j'attends de voir. Et puis si c'est pas le cas, sincèrement, je m'en fiche, je l'achèterai. C'est La demeure des Mahorel de Siècle Vaelban et Anouk Fort. Quand j'ai dit Siècle Vaelban, vous avez compris pourquoi c'était le livre que j'attendais le plus ce mois-ci. On vous dit, les continents ont disparu et il n'y a plus de terre. Seul le ciel et l'eau coexistent encore, formant un monde fluctuant aux perspectives infinies. Les derniers hommes vivent à bord de dirigeables ou de radeaux-villes, subissant les caprices des vents et de l'océan. Du passé, il ne reste que les histoires des seigneurs, les élus de ce monde à la dérive, ceux qui portent la mémoire du temps d'avant. Regard, il s'appelle Regard. Regard est l'un de ces seigneurs. Conteur émérite, il écrira l'ultime histoire, celle qui martèlera le monde à son image, mais voilà que la tempête se lève et que sa barque est emportée par les flots noirs. Isolé au milieu de l'océan, furieux et impuissant, Regard attend la mort. Il fait alors une rencontre improbable, un radeau dirigé par deux enfants qui se sont enfuis à la recherche d'une île légendaire, la dernière terre émergée du monde, la demeure des Mahorel. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, mais c'est parce que c'est Siècle, évidemment que c'est bien. Tu vois? Évidemment que c'est bien. Je regarde d'ailleurs, j'ai pas loupé de livres, non, je les ai... Pour l'instant, je les ai tous lus, hein. J'ai lu L'Étoile du Soir, j'ai lu Plein Ciel. J'aimerais lire La demeure des Mahorel, que je l'achète ou je l'achète pas. Peu importe, je veux juste le lire. Je n'ai pas du tout vu ce roman passer, il a l'air incroyable. Ben, je pense que c'est parce que c'est une petite maison d'édition. Du coup, c'est pas... Voilà, on va pas forcément tomber dessus si on vous le montre pas. Parce que c'est la maison d'édition. Attendez, je me souviens même plus de son nom. Je l'avais encore jamais vu, je la découvre avec Siècle. C'est Le Lotus et l'éléphant. Que j'avais jamais vu passer. Voilà. Donc c'est la maison d'édition Le Lotus et l'éléphant qu'on va découvrir avec Siècle. En plus avec Anouk Fort aussi. Donc chouette. Franchement chouette. J'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je sais même pas quoi vous dire de plus, franchement. Cette illustration, genre... Eh ben, on sait pourquoi il coûte ce prix, en fait, c'est parce qu'il va être splendide, tout simplement. Tout simplement. Allez, suivant. Suivant, c'est numéro 12. Je tenais à vous signaler que Souveraine, le tome 3 de Laura Sébastien sort. J'ai adoré le tome 1, mais je sais plus où il est. Je l'ai posé quelque part parce que j'en ai parlé à un moment donné. Et je sais plus où je l'ai posé. Mais j'avais adoré Souveraine. Vraiment. Beaucoup, beaucoup. J'avais adoré Souveraine. J'ai pas lu le tome 2. Je suis même pas sûre de l'avoir dans ma palle. Le tome 2, tiens. Attends, il ressemble à quoi? Je suis pas sûre de l'avoir dans ma palle.
Il est violet, non? C'est pas qu'il est violet. Le premier, en tout cas, il est orange. Le deuxième, je sais plus, il doit être violet. Il me semble. Il me semble. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est que t'avais un côté Lady Tremaine avec Javotte et Anastasie. Genre, l'impératrice, elle forge, elle façonne ses filles, ses 3 filles, qui s'appellent Sophronia, Daphné et Béatrice, avec un seul objectif, épouser les héritiers des monarchies voisines et pousser les royaumes de Témarine. En gros, t'as une impératrice. Et t'as 3 royaumes. Elle a 3 filles, elle les façonne pour qu'elles se marient avec les princes des 3 royaumes pour récupérer dans l'Empire une certaine main sur les royaumes à côté. Ouais, bleu, merci. Et j'avais adoré parce que du coup, on suit les 3 sœurs de façon alternative et on va de surprise en surprise et vraiment, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier, Souveraine et très très bon. J'avais pas lu le tome 2 parce qu'en fait, je me souvenais pas très très bien du tome 1, mais j'ai juste à lire un petit résumé spoilant et ça va revenir tout seul. Là, qu'il y a le tome 3 qui sort, est-ce qu'on va pas se relancer dans cette saga Ensuite, je vous ai mis Les Soldats de la Nuit, le tome de Nuit éternelle de Perrine Bonavita. Je ne sais pas si vous aviez vu cette sortie. Moi, je l'avais suivie de très près, parce qu'il faut savoir que Les Soldats de la Nuit, à la base, devaient être publiés chez Inceptio Éditions. Avec tous les soucis qu'on a connus cette année, avec le rachat et la liquidation judiciaire d'Inceptio Éditions, vous comprenez que ça n'a pas pu se faire. Donc, elle a eu le courage d'auto-éditer ses romans. Je trouve ça génial. Et du coup, j'avais très envie de montrer que son tome 2 sortait là. Son premier tome, il est sorti en juin, il me semble. Et j'avais dit que je la soutiendrais. J'ai toujours pas acheté le tome 1, mais ça sera fait bientôt. Du coup, je vous relis le résumé du tome 1 si jamais ça vous intéresse. On vous dit... Quand la nuit tombe, les éthers rôdent, s'ils vous voient, il est déjà trop tard. Autrefois humains, les éthers écument les bois pour se repaître des malchanceux coincés hors des dômes qui protègent les villes. Pour secourir la population, des unités d'élite ont été formées, les soldats de la nuit. Silver, une jeune femme qui a grandi hors de la protection des dômes, est acceptée par l'une des 4 prestigieuses écoles de France pour intégrer l'armée nocturne. Elle espère retrouver son frère, un militaire avec qui elle n'a plus aucun contact depuis son départ de la maison. Lorsqu'en plein cours, un brouillard mortel emporte plusieurs de leurs compagnons, Silver et ses amis n'ont plus le choix, se battre ou périr dans la nuit d'ébène. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment bien. 14e sortie que j'ai notée. Le roi au cœur de pierre de Misa Miliko chez Addictasy, donc on est chez les éditions Addictives dans leur nouveau label. On vous dit, le jour, c'est un genre de prophétie, le jour où tes héritiers tomberont amoureux, que leur cœur saigne, flétrisse et pourrisse tel un fruit rongé par les vers, qu'ils éprouvent la douleur que tu m'as infligée jusqu'à leur dernier souffle. Pas une prophétie, c'est une malédiction, clairement. À tout juste 20 ans, l'organe de Rosépine accède au trône des terres de la clarté après le troublant décès de son père. Lilith, une jeune femme aux origines mystérieuses, vit recluse sur les îles de la nuit. Un soir, elle est enlevée par les soldats du roi Lorgane. Accusée d'être la fille d'une puissante sorcière ayant jeté une malédiction sur la lignée des Rosépines, Lilith devra affronter la colère du souverain. Dans un royaume en proie à la guerre et au complot, ces 2 êtres que tout oppose verront leur destin s'imbriquer et prendre une tournure imprévue. S'il aime, il mourra. Elle seule peut lever la malédiction. J'aime beaucoup ce résumé, j'adore le fait que il va forcément tomber amoureux de Lilith et ça va être compliqué. Parce qu'il va falloir qu'elle le sauve. On voit où ça va, mais moi j'aime bien. Ça me dérange pas de voir où ça va. Du moment que je suis surprise un peu après, ça me va. 15e sortie que j'ai notée, Heartless Hunter, qui est The Crimson Moth. Moi, je l'ai quelque part. Ouais, je l'ai là-bas, mais en anglais. Parce que je l'avais eu dans la Fairy Loot, chose que je regrette profondément, vu qu'il sort maintenant chez Pocket Jeunesse. C'est de Kristen Cicciarelli. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Pour le coup, je l'avais vu sortir en VO, et je le voulais. Je le voulais en VO, donc quand je l'avais reçu en The Crimson Moth, en édition collector, en édition, c'est pas vraiment collector, mais limitée un peu de la Fairy Loot, j'étais contente, mais c'est légèrement compliqué de lire en anglais quand déjà j'ai du mal à lire tout en français.
On vous dit, la magie est tombée, venez assister à l'avènement de la Nouvelle République. La révolution touche à sa fin, les sœurs reines sont tombées et la caste des sorcières avec elles. Celles qui dominaient le pays sont désormais traquées et exécutées, leur magie faiblit de jour en jour. Descendante d'une lignée de sorcières, Rune est parvenue à conserver son statut au sein de la haute société, mais n'en oublie pas ses origines pour autant. La nuit, elle devient le Crimson Moth et avec l'aide de ses amis Verity et Alexander, sauve les sorcières des terribles gardes de sang qui ont juré leur mort. Lorsqu'un sauvetage tourne mal, Rune détourne les soupçons en se rapprochant de Gideon Sharp, le plus redoutable chasseur de sorcières du royaume, espérant lui soutirer des informations par la même occasion. Gideon, lui, a en horreur la superficialité et la décadence que Rune représente, mais quand il apprend que le Crimson Moth a utilisé les navires marchands de cette dernière pour exfiltrer des sorcières hors de la République, il décide de faire la cour à la jeune femme pour en savoir plus. Les vrais ennuis commencent quand un amour véritable naît de ce jeu du chat et de la souris, et que chacun découvre que l'autre est bien différent de ce qu'ils imaginaient. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, voilà. Ça a l'air trop bien. Franchement, ça a l'air trop bien. Je l'ai en anglais, mais... Bon, tu vois. Oui, c'est de la romantasy. Ah oui, clairement. C'est de la romantasy. Suivant. L'Atlas des autres terres d'Emily Wilde, donc le tome 2 d'Emily Wilde, c'est de Heather Fawcett chez Sabran. J'avais adoré ce tome 1, je vous le conseille. Pour moi, c'est pas de la cozy fantasy, même si je comprends pourquoi ils le disent, mais j'ai pas trouvé ça cozy du tout. Dans cette histoire, on vous dit Emily Wilde est douée dans bien des domaines. Universitaire hors pair et experte mondiale en dryadologie, elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique Drarfonsvik, je sais pas comment on le dit, donc je le dirai toujours comme ça, pour y étudier les recluses, les fées les plus rares au monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee. Venu l'aider dans ses recherches, je le dis comme ça parce que j'adore ce personnage, venu l'aider dans ses recherches, ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. En fait, pour vous donner une idée, Emily Wilde, c'est quelqu'un de très rigide. C'est comme ça, c'est très carré. Et Wendell, lui, vient tout bouleverser et il est trop chouette. Il est trop chouette, il est très lumineux, il est très dynamique, il est too much, mais on l'aime d'amour. Voilà, c'est un résumé de qualité, mais c'est comme ça. Je l'ai préco, au vu des feuilles, c'est pas trop cosy. Non, les feuilles sont sanguinaires. Hein. Vraiment. C'est pour ça quand ils ont dit de la cosy fantasy, je te la il y avait un petit peu de sang quand même. Voilà. Je l'ai noté, mais je l'achèterai pas maintenant, j'ai toujours pas lu le 1. Ah oui, lis le 1 d'abord. Moi, j'attends de voir si Sabran me le propose en service presse ou pas. Vu que celui-ci, je l'avais reçu en service presse. J'attends de voir s'il me le propose ou pas. Sinon, dans tous les cas, je me le ferai. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je me souviens de l'état dans lequel j'étais en lisant celui-ci. Donc, trop contente. Sortie, 17e sortie que j'ai notée, en tout cas, La guerrière noire de Willow Smith et Jess Handel chez Collection R. On vous dit de l'empire du Ghana au royaume viking, la légende oubliée d'une guerrière africaine. Lorsque Yafe est enlevée par des marchands d'esclaves, elle perd tout en une nuit. Ses proches, son avenir, l'espoir de retrouver un jour l'empire du Ghana qui l'a vu naître. Aussi, lorsqu'une fascinante combattante la libère et l'invite à naviguer vers des contrées inconnues, elle la suit sans hésiter. Et débarque... Leur résumé, il est trop chelou, il y a des points où on ne devrait pas avoir des points. Et débarque dans un lointain royaume du Nord où tout lui est étranger, des hivers glaciales aux traditions cruelles. Yafe y devient la servante de la princesse Freydis, aussi douce et effacée qu'elle est forte et obstinée. Une improbable amitié va naître entre ces deux jeunes filles que tout oppose, sauf leur aspiration à se forger leur propre destinée. Freydis tentera d'échapper à la vie de soumission voulue par ses parents, tandis que Yafe fera tout pour devenir une guerrière au bouclier. Ça a l'air chouette. Ça a l'air chouette. Collection R me l'a proposé, j'avoue, je ne l'ai pas demandé parce que j'ai déjà Dans la forêt profonde à lire. Donc je vais pas accumuler les services presse de Collection R. Mais il a l'air très chouette. Peut-être que je me retrouverai à l'acheter d'ici quelques mois. Quand je serai à jour. 18e sortie que j'ai notée. Celui-ci, je pense, je le veux trop, mais c'est juste parce que c'est noté Comment tuer un prince. C'est Nettle and Bone de T. Kingfisher. C'est chez c'est dans la collection Verso. On vous dit, ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse un prince, c'est celui où elle le tue. Et moi je suis en mode, ouais, trop bien, j'adore ce
ce genre de roman. On vous dit, la jeune et timide Mara, dernière fille d'un souverain au royaume convoité, assiste impuissante au mariage de ses 2 sœurs avec le prince Vorling. Car, après la mort mystérieuse de l'aînée, la cadette a dû la remplacer pour tenter de donner enfin un héritier au triste sire. Quand Mara découvre l'ampleur de la cruauté de Vorling, elle ne peut demeurer simple spectatrice plus longtemps. Si elle veut sauver sa sœur et empêcher le sort funeste qui l'attend elle aussi, alors la princesse doit tuer le prince. Pour mener à bien son plan, il lui faudra recruter des alliés hauts en couleur, une sorcière capable de parler aux morts et sa poule possédée par un démon, un honorable chevalier en disgrâce et une fée marraine particulièrement douée pour les malédictions. Ça a l'air trop bien. Suivant! Mad Majesty de Delinda Dane, le tome 1, c'est chez Hugo Roman dans leur collection New Romance, et si vous savez pourquoi il m'intéresse, parce qu'on parle de royauté, et j'adore les romances avec la royauté, je pourrais en lire tous les jours. Je pourrais en lire un par jour, tellement j'adore ça. À partir du moment où t'as de la royauté, moi je prends. On vous dit, assumez le poids de la couronne, mais à quel prix? Depuis son retour de l'armée, le prince Damien, je pense, enchaîne les scandales en tout genre. Qu'importe la volonté de sa famille, impossible de le faire rentrer dans le rang. Il fait régulièrement la une des tabloïds, jetant le discrédit sur la couronne. Alors, quand le roi décède et que le prince héritier est appelé à monter sur le trône, c'est toute la monarchie qui est ébranlée. La seule manière de sauver les apparences, un mariage avec celle que sa mère lui a choisie, Ophelia St. John, une future épouse obéissante et malléable, en somme, parfaite pour le rôle. Mais Damien n'entend pas se plier de bon gré à ce jeu de dupes. Si l'institution lui impose des fiançailles, il compte bien choisir qui il épousera. Et cela sera Esme St. John, la petite sœur de celle qui a été élevée pour régner. Synesthète, sarcastique, mais profondément humaine et empathique, Esme parviendra-t-elle à ravir les cœurs du royaume ou précipitera-t-elle sa chute? Il me fait trop envie, mais parce que c'est de la romance royale. 20e sortie que j'ai notée. Le pacte de sang, c'est la guerre des cœurs égarés, le tome 2. Je crois que Sarah aussi, elle va être contente pour celui-ci. C'est de Carissa Broadbent. J'ai le tome 1, qui est malheureusement toujours sous blister. Mais au moins, il s'abîme pas, il ne prend pas la poussière. Voilà. On vous dit, arrachée à sa terre natale alors qu'elle n'était qu'une enfant, Tissaana a dû apprendre à survivre seule avec rien d'autre qu'un esprit vif et un soupçon de magie. Une tâche déjà ardue qui prend un tournant des plus mortels quand elle tente de racheter sa liberté et manque de mourir. Désespérée de sauver le meilleur ami qu'elle a laissé derrière elle, Tissaana part... Je dis Tissaana parce qu'il y a 2 A. Tissaana. Part trouver les ordres, la plus puissante organisation de mages au monde. Pour rejoindre leur rang, la jeune femme se voit contrainte de suivre l'apprentissage de Maxentarius Farlion, un mage de feu reclus et sublime qui méprise ses supérieurs. Tissaana ne reculera devant rien pour sauver ce qu'elle aime, même si cela implique de faire face à son passé sanglant. Même si cela implique d'être un pion dans les jeux mortels des ordres, j'adore quand il y a des jeux, même si cela implique de sacrifier son cœur. Et de ce que j'ai compris, Sarah avait énormément aimé, beaucoup avaient beaucoup aimé les Braises de la guerre. Je me dis, le pacte de sang doit être bien attendu. Moi j'ai le tome 1, là c'est vrai que je vais plutôt, je vous avoue, aller vers celui-ci qui lui ressemble beaucoup, mais le tome 2, donc Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante, qui est la lecture commune qu'on commence demain en live pour nous, donc lundi, mais en tout cas il n'est pas trop tard pour nous rejoindre sur Discord si vous voulez, si vous voyez la vidéo et que vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez venir sur Discord, le lien est en barre d'infos. Nous on commence ça demain, donc c'est vrai que j'aurais l'impression de lire 2 fois la même chose si je lisais ceux-là, l'un à la suite de l'autre, ça serait compliqué. Ça serait compliqué, voilà. Numéro 21. Absolu, le tome 3, Les Éveillés de Margot Dessen chez Big Bang. Si vous me suivez depuis quelques semaines, depuis quelques mois plutôt, vous saurez que je n'irai pas, je n'ai pas aimé le tome 1, je dois faire partie des rares à ne pas avoir aimé le tome 1, mais je comprends par contre tout à fait la hype autour d'Absolu. Vraiment, je comprends parfaitement la hype autour d'Absolu. Absolu est une bonne dystopie. Pour moi, je l'ai déjà lu ce genre de roman en fait. Donc en effet, je n'irai pas vers le tome 3, mais je connais l'engouement qu'il suscite. Allez-y, le tome 3 sort en novembre. J'avoue, j'irai pas, mais si vous adorez Absolu, je pense que vous serez très content de voir que ça sort en novembre. Sortie numéro 22. The Hemlock Queen de Hannah Whitten chez Brajlon, qui est la suite de The Fox Love King. En fait, ce qui me fait peur, c'est que dans ces sorties littéraires, à chaque fois qu'il y a un tome 2 qui sort, j'ai le tome 1 et je l'ai pas forcément lu. Vous trouvez pas ça un petit peu flippant? Moi si. The Fox Love King, pour le coup, le tome 1, on vous disait, à 13 ans, Laure a échappé aux griffes d'un culte secret dans les catacombes de Delair.
Depuis 10 ans, elle suit une unique règle, ne pas se laisser reprendre. Du coup, elle a 23 ans, j'imagine. Devenue trafiquante de poison pour le cartel qui l'a prise sous son aile, elle s'efforce de rester dans l'ombre et de garder le secret sur son affinité illicite avec l'Amortem, la magie de la mort qui la lie à la cité. Mais lorsqu'une transaction se passe mal, Laure est capturée par une faction de prêtres guerriers habilités à utiliser l'Amortem pour le compte du roi sanctifié. Laure pense être promise au bûcher, or le roi semble avoir d'autres intentions. Des villages entiers sont en train de disparaître aux confins du royaume sans explication rationnelle, et Laure est confrontée à un choix, user de sa magie pour démasquer les responsables à la cour ou être exécutée. Mais dans cet étincelant monde de lumière et de faux-semblants, Laure doit se trouver des alliés. Entre Gabriel, le duc devenu prêtre chargé de la guider, et Bastian, le sulfureux et controversé prince héritier, elle se perd dans un dangereux labyrinthe d'intrigues politiques, religieuses et amoureuses. Coucou chouette, comment ça va? En même temps, le tome 1 est sorti il y a 5 mois, mais ouais, on est d'accord, je l'ai acheté il y a pas longtemps, quoi. Moi, je suis assez choquée. Alors, c'est très bien, franchement, quand t'as lu le tome 1 et que t'attends avec impatience le tome 2, t'es trop content qu'il sorte 4-5 mois après, tu vois. Mais quand tu l'as acheté et que tu l'as pas encore lu, tu te dis, oula, peut-être falloir y aller, les enfants. Numéro 23. Pour le meilleur et surtout pour le pire de Louisa Méonis, c'est Wonderland, le tome 1 dans la collection onirique. Je le disais tout à l'heure en conversation privée, je ne suis pas méga fan d'Alice au pays des merveilles, c'est pas trop mon délire, mais quand j'ai lu ce résumé, je me suis dit, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. On vous dit, quand je pense qu'hier encore, je lisais tranquillement un livre sous un pommier, avant de rencontrer l'agence matrimoniale du Lapin Blanc et de me retrouver à traverser ce fichu tunnel, ma vie était plutôt calme. Mon quotidien consistait à voler des romans érotiques et à me cacher de ma mère et de mes sœurs pour ne pas faire les corvées. Mon rêve, ne jamais avoir à me marier. Alors certes, je vivais dans une colonie presque exclusivement féminine et je devais participer à des jeux de survie étranges où l'une de mes sœurs finissait immanquablement par me fracasser le nez, mais à part ça, tout allait bien. Mais ça, c'était avant. Avant de me retrouver mariée à non pas un, mais plusieurs maris, donc harem inversé, avant qu'un roi ne veuille me tuer pour la simple et bonne raison que j'existe, avant qu'on me confie un chat rose qui ressemble à une peluche mais qui a de très gros penchants meurtriers, en clair, avant que je me retrouve dans ce pays complètement fou qu'est Wonderland. Maintenant, je dois tout faire pour survivre et déjouer les plans démoniaques du roi. Donc on est à la fois sur de la romantasy, sur de la réécriture de contes et sur un harem inversé, moi je dis oui. Voilà, moi je dis oui. 24e sortie dans ma liste. Bonded by Thorns même, de Beasts on the Briar de Elizabeth Helen, c'est chez Chatterley. J'ai réussi à trouver la vraie couverture parce qu'elle n'était pas si simple que ça à trouver. J'ai toujours aimé les contes de fées, je n'avais jamais imaginé que j'en ferais partie un jour. Lorsque mon père s'égare dans le royaume enchanté des Fae, je sais que je dois le poursuivre. Et quand il est emprisonné, je suis prête à tout pour le sauver. Même échanger ma liberté contre la sienne. Je n'avais aucune idée que je finirais emprisonnée par 4 fays, évidemment sexy, qui se transforment en bêtes la nuit. Je dois gagner ma liberté et cela signifie faire un marché avec eux. Ils doivent trouver leurs compagnons afin de briser la malédiction. Si je peux les aider à le faire, ils me libéreront. Ça a l'air simple, non? On est d'accord que c'est une réécriture de La Belle et la Bête, je suis pas folle. Ce n'est pas le cas, car malgré moi, je commence à tomber amoureuse de ces princes bestiaux. Genre des 4? Elle est un peu gourmande celle-là. Je veux te dire, elle est quand même un peu gourmande. J'avais pas lu le résumé jusqu'à la fin, attendez. L'un est intelligent et doux, l'autre mystérieux et mortel, un autre dragueur et confiant, et le dernier prince, il est beau, fort, a un sale caractère et ne veut surtout pas briser la malédiction. Pourquoi veut-il me garder ici pour toujours ? Mais ce n'est pas seulement ma liberté qui est en jeu, si je ne brise pas rapidement la malédiction des princes, toute la magie de la vallée enchantée sera volée par le maléfique et stupidement sexy. Putain, ils sont 5 princes d'épines. Et je ne laisserai pas mes princes rester maudits. Pas après être tombée amoureuse d'eux. C'est un harem inversé pour de vrai, avec des bêtes. 25e sortie, La lumière qui nous aveugle de Andy Darcy Theo, je pense, chez De Saxus. Ici, on vous dit 4 adolescents, une prophétie, un monde à sauver. Alexis aspire à une vie normale, mais son enfance troublée par des hallucinations et des cauchemars à répétition le hante. Adopté, il a tout oublié de son passé et n'en conserve rien à l'exception d'un mystérieux pendentif bleu. Le jour où il se retrouve aspiré sous Stonehenge, avec 3 adolescents qui partagent une amulette identique à la sienne, son univers bascule.
Arrivés dans le monde magique des élémentaires, ils découvrent qu'ils sont les héros d'une prophétie ancestrale. Alors que les ténèbres menacent de submerger le monde, les 4 amis ont un mois pour apprendre à maîtriser leur pouvoir et sauver la planète de ce terrible danger. Mais le sombre passé d'Alexis ressurgit au risque de briser son esprit et d'engloutir leur vie à tous. J'irai pas forcément, mais pourquoi pas, il a l'air intéressant. Mais il y a trop de sorties là. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. 26e sortie que j'ai notée. Les étoiles se meurent de Chloé Si Peñaranda lorsque tombera la nuit, le livre 1 chez Roncière. C'est l'autrice aussi de... attendez, j'arrive de la... des héritiers de je sais plus quoi. Des héritiers d'Ungardia, ouais c'est ça, chez Dos Saxius. Cette fois-ci ils ont changé, ils l'ont mis chez Roncière. On vous dit dans cette histoire... Alors, on vous dit, l'étoile la plus brillante a besoin de la nuit la plus sombre. Coucou Phébu, comment tu vas? Dans un monde où les étoiles se meurent, peuplées de vampires sanguinaires, Astraea n'a aucun souvenir au-delà de ses 5 dernières années d'existence. Elle est retenue dans le manoir de l'homme qui l'a recueillie, et ses seuls instants de liberté sont ceux où elle s'échappe pour rejoindre sa meilleure amie Cassia. Cette dernière est sélectionnée pour participer au Libertatem, une compétition, j'adore les compétitions, opposant tous les royaumes et dont la récompense est d'octroyer 100 ans de protection contre les vampires. Astraea décide de la suivre, y voyant sa chance d'enfin rompre ses chaînes pour en apprendre plus sur son passé. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est de devoir prendre la place de Cassia dans ce jeu mortel et d'être accompagnée par une étrange présence. Celle de Nui, un homme à la beauté renversante évidemment, et aux yeux d'ambre, prêt à tout pour l'aider à survivre. Cependant, elle sait qu'elle ne peut pas se fier à ses promesses, alors même qu'elle se sent de plus en plus attirée par sa séduisante étreinte. Tiraillée entre le mystérieux Nui et l'éveil de ses propres pouvoirs, Astraea parviendra-t-elle à vaincre cette nuit déclinante qui semble vouloir s'abattre sur le royaume de Solanis? Franchement, pourquoi pas? Il y a des épreuves, les épreuves, j'ai toujours dit oui. J'ai toujours dit oui aux épreuves. Juste pour les épreuves. Et le côté romantique aussi. 27e sortie que j'ai notée, La dague de velours de Rose Castelet, c'est chez les éditions Hurlevent, donc de ma copine Sarah. Pour le coup, ici, on vous dit 1797, Paris. Dans l'intimité d'un boudoir de son salon mondain, une femme attend son client, étendue à demi nue sur un canapé en velours grenat. Sur ses lèvres, un sourire charmeur, à sa jarretière, une dague à la lame aiguisée. Pendant ce temps, à Grignan, un homme quitte son bureau où il vient de cacheter une missive à l'attention d'un certain Napoléon Bonaparte. Tandis que sa femme et ses enfants dorment paisiblement, il rêve de gloire et d'ascension politique. Alors que les tentatives se multiplient pour renverser le régime du Directoire, les destinées se croisent et se nouent dans un tourbillon de complots et de désirs de vengeance. J'irai un peu moins, parce que j'ai déjà pas mal d'éditions Hurlevent à lire, encore, j'en ai lu peut-être 3, donc je vais attendre pour celui-ci. C'est vrai que quand c'est historique comme ça m'attire un petit peu moins chez Hurlevent, mais j'avais très envie de vous le présenter quand même. 28e sortie que j'ai notée, Father and Don't Want This Marriage, le tome 4, oui, le tome 1. Je suis à jour, hein. Franchement, si pour une fois je peux vous dire que je suis à jour, c'est bien dans ce webtoon. On dirait que là, elle a 2 prétendants, mais non, lui c'est son père, voilà. Et il y a un homme brun aux yeux rouges. Et les hommes bruns aux yeux rouges, on les aime bien, d'accord? J'ai lu le tome 3 là il y a pas longtemps, je l'ai prêté à ma sœur. Du coup, dans cette histoire, on a une jeune femme qui meurt, qui se réincarne dans le dernier livre qu'elle a lu, je crois. Et en gros, elle se réincarne dans la peau de Juvelian. Juvelian qui, elle le sait, est censée mettre fin à ses jours après avoir été accusée à tort de meurtre. Donc son but, c'est de absolument pas mourir dans la peau de Juvelian. Et elle va tout faire pour que son père ne la marie pas au prince héritier. Et il va y avoir plein de quiproquos. Et j'adore quand il y a des quiproquos. Donc forcément, j'adore ce webtoon. Voilà, c'est franchement un de mes webtoons favoris en ce moment. Et au niveau des graphismes, on est sur ça. Avec un beau brun aux yeux rouges, tel qu'il n'en existe pas. Voilà. Sortie suivante. Les mailles du temps, donc le manoir Thorn, le tome 1 de Kelly Armstrong. Ici, c'est la collection onirique. On vous dit, franchement la couverture je la trouve canon déjà. Et sinon on vous dit, le manoir Thorn a toujours été hanté et a toujours hanté Bronwyn Dale. Petite fille, grâce à une brèche dans le temps dans le manoir de sa grand-tante Bronwyn rend des visites à William Thorn, un garçon de son âge né 2 siècles plus tôt. À la suite d'une tragédie familiale, la demeure a été fermée et elle s'est convaincue que William n'a existé que dans son imagination.
20 ans plus tard, elle hérite du manoir et à son retour, William est là et l'attend. Et il n'est plus le garçon de ses souvenirs. Alors qu'il ravive la flamme de leur amitié et déclenche d'autres étincelles, Bronwyn doit affronter des fantômes dans la version contemporaine de la maison. Elle se rend vite compte qu'ils sont liés à William et au scandale qui a ramené ce dernier au manoir. Pour avoir un avenir, Bronwyn va devoir se confronter au passé. J'aime bien le fait qu'il y ait en fait plusieurs dimensions. Ça sent le French to Lovers, clairement. Et j'aime bien le fait qu'il y ait une brèche dans le temps et qu'elle se retrouve avec un gars d'il y a 200 ans. C'est un petit peu un truc qui me rappelle certains livres de Marine Kellada. C'est pour ça que je voulais noter. Je note très peu de romans de chez MXM en général dans les sorties, mais là, il y en avait plusieurs qui me disaient bien quand même, donc voilà. 30e sortie que j'ai notée, A Business Proposal, c'est le tome 3, c'est chez Cotoon. Je crois que c'est chez Cotoon. Je crois que c'est chez Cotoon. Et j'avais vu... J'ai acheté les tomes 1 et 2, et j'ai vu le drama. Et à la base, je pensais pas le lire, donc je l'avais pas demandé. C'est pour ça que j'ai acheté les tomes 1 et 2, alors qu'ils me les avaient proposés. Je me suis dit, ah non, c'est bon, j'ai vu le drama, c'est bon. Mais en fait, j'avais tellement aimé ce drama que je le relis en webtoon. Voilà, et du coup, le tome 3 sort à la fin novembre. Suivant, je passe assez vite. Enchanté, le tome 2 de Ensorcelé. Donc celui-ci, je le proposais aussi dans le vote de l'ALC. Ensorcelé de Laura Thalassa chez Roncière. Ici, on vous disait, Célène rêve d'intégrer le chapitre de la Jusquiame Noire. Pour être admise, les candidates doivent se livrer à une quête magique que la jeune sorcière décide de réaliser en Amérique du Sud. Lorsque son avion est détourné par une force surnaturelle, Célène puise dans ses pouvoirs afin de le faire atterrir en pleine jungle où elle réveille par mégarde, même nom, le damné, un puissant enchanteur. Celui-ci est convaincu que Célène est son épouse et qu'elle lui a jeté une malédiction 2000 ans plus tôt pour le condamner au sommeil éternel. J'ai pas besoin d'aller plus loin, il me disait suffisamment pour que je le prenne, et du coup il y a le tome 2 qui sort, donc ça serait bien aussi que je lise le tome 1, et Sarah nous dit « Trop hâte, vu la fin du tome 1 ». Bah écoutez, ça fait bien envie quand tu dis ça. Numéro 32, Mon vœu le plus sincère de Kili chez Cotoon. Pour vous rappeler, le tome 1 c'est celui-ci. Moi j'ai lu le tome 1, le tome 2. J'ai pas reçu le tome 3 et ils sont censés me l'envoyer, mais je sais pas parce qu'il est déjà sorti depuis juillet. Au pire, je l'achèterai, je m'en fiche, j'aime beaucoup la saga. Et comme vous le voyez au début, dans le tome 1, moi je trouve ça trop bien parce que c'est de la romantasy, merci Sarah. Dans le tome 1, vous voyez, il cachait ses yeux. Et il y a un truc avec ses yeux. Il y a un truc, et vous voyez que dans le tome 4, il est juste splendide. Mais en tout cas, ce webtoon n'est pas comme tous les autres webtoons avec une réincarnation, etc. On a un génie qui arrive et en gros, il doit trouver le vœu... Enfin, en gros, il demande à Happy, qui a 20 ans, de faire un vœu. Et d'habitude, ça prend 30 secondes. Sauf que Happy, elle sait pas quoi souhaiter. Elle souhaite des trucs nuls. Du coup, il lui dit, bah non, cherche mieux. Et en fait, ils essayent de trouver son vœu le plus sincère. Sauf que du coup, il reste plus longtemps avec la même humaine. Et ça plaît pas trop au monde des génies. Et voilà, je vous laisse voir. Mais c'est bourré d'humour. Mais pour vous dire, c'est quand même très différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Moi, j'ai bien aimé. Mais je l'ai prêté à ma soeur, elle a pas aimé du tout. Voilà. Voilà. Mais moi, j'ai adoré. Je trouvais ça très drôle, très frais, très sympa. Et j'ai hâte de lire le tome 3 et le tome 4 du coup, vu que j'ai lu déjà les deux premiers. Avant-dernière sortie que j'ai notée. Parallèle d'Elisabeth Oroark, c'est chez Céleste. Franchement, maison d'édition que je connais pas du tout. Je vais pas vous mentir. On vous dit, en fait j'aime bien parce que vous allez voir. Vous allez voir. Elle possède un pouvoir qu'elle ne maîtrise pas encore. Il pourrait être la clé pour le libérer. Nick croit à tout ce qui peut être expliqué par la science, mais il n'arrive pas à l'expliquer, elle, Queen Stewart, une patiente dont il rêve. Une personne qui connaît des choses sur lui que personne d'autre ne sait et qui semble voyager dans un passé dont aucun d'eux ne se souvient vraiment. L'attirance entre eux est indéniable, mais plus ils se rapprochent de la vérité, plus cette attraction semble dangereuse. Car il existe une prophétie concernant Nick et Queen, et des gens prêts à tout pour s'assurer qu'elle ne se réalise pas. Travailler avec lui pour résoudre cette énigme pourrait la sauver, mais l'attirance entre eux pourrait les détruire tous les deux. En vrai, le côté un peu monde parallèle, je pense que c'est ça vu le titre, m'avait bien attiré. Du coup, c'est pour ça que je vous le présente ici. J'irai pas forcément, tu vois. J'irai pas forcément là. Mais... je sais pas, le résumé, je le trouvais cool. J'aime bien les mondes parallèles. Moi, ça le fait toujours. Ça le fait toujours. Donc voilà. Je vous le montre ici. Et le dernier, que j'ai pas pris avec moi, désolé. Mais le dernier, j'ai bien vérifié parce que
on trouvait pas la couverture et tout. Et en général, quand on trouve pas la couverture, c'est que la sortie, elle a été décalée. Mais là, non, j'ai vérifié, ça a bien été confirmé pour novembre, sauf s'il le décale après cette vidéo, et là, j'y peux rien. C'est le tome 2 de Divine Rivalité. J'ai enfin réussi à trouver la couverture, directement sur Instagram, je crois. Donc, c'est Impitoyable Serment, le tome 2 de Divine Rivalité de Rebecca Ross. Il y a trop de R. Aux éditions de Saxus. Pour le tome 1, en fait, je sais plus si je l'ai. Je pensais l'avoir acheté, mais je suis plus sûre. Je suis plus sûre. En tout cas, pour le tome 1, on vous disait « Aucun dieu, aucune guerre ne pourra les séparer. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool, la jeune journaliste Iris Winnow tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère, portées disparues qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond sans savoir que leur auteur n'est autre que son plus grand rival, Roman Keats. Alors qu'un lien indéfectible se noue entre eux, Iris accepte une mission au front en tant que correspondante. Voilà. Mais je sais plus si je l'ai. Je suis pas sûre. En tout cas, le tome 2 sort, donc pour ceux qui l'attendent, voilà. Pour ceux qui l'attendent, voilà. Et c'est tout. Pour les sorties littéraires de novembre, j'ai noté quand même 34 sorties, il y en a bien plus. Il y a des tomes 2 que j'ai pas notés parce qu'ils m'intéressent pas, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire là déjà dans le chat en live si vous avez noté d'autres sorties, je suis toute oui, on peut aller voir ça. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire sur YouTube si vous en avez noté d'autres, ça peut toujours étoffer les choses et ça peut être chouette aussi de regarder dans les commentaires, voir un petit peu ce que vous avez repéré. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit pouce bleu pour donner de la force et soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si vous êtes nouveau par ici. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.